Bonjour à tous, jeudi 16 mars 2017, bienvenue dans cette édition. Les titres de ce journal. Sit-in ce matin au palais des gouverneurs à Porto-Novo, des centrales syndicales, à savoir la CSTB et la FECENTRA Finance, protestent contre deux propositions de loi visant, selon elles, la destruction de la fonction publique béninoise en faveur du privé. Conseil des ministres ce mercredi 15 mars 2017. Cette question a été examinée. Il s'agit entre autres du projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990. Aux Pays-Bas, victoire des libéraux du Premier ministre Mark Rutte aux législatives le tenu ce mercredi. Ils ont obtenu 33 sièges sur les 150 de la Chambre basse du Parlement. À nouveau, bonjour. C'est une information de dernière minute. Issa Hayatou n'est plus président de la Confédération africaine de football. Le Camerounais a été battu aux élections de la CAF par le Malgache Ahmad Ahmad. Le nouveau président de la CAF a obtenu 34 voix sur les 54 du continent. Il va remplacer Hayatou qui dirige l'instance depuis 1988. Reprise du programme de vérification des importations PVI, projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, projet d'accord cadre et projet de contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un hôpital général à Abomey-Calavi. Ce sont entre autres les grandes décision du Conseil des ministres de ce mercredi 15 mars. Le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki nous fait le point. Un projet d'accord cadre et un projet de contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un hôpital général à Abomey-Calavi entre APHP International, filiale de Assistance publique Hôpitaux de Paris, et la République du Bénin. Le Conseil a approuvé donc l'agrément au régime C du Code des investissements de la société Alpha Bénin SA pour son projet d'installation d'une usine de production de pâtes alimentaires dans la zone industrielle de Semepoji. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Infrastructures et des Transports à l'effet de négocier avec Bénin Contrôle la modification du contrat du 9 février 2011 relatif à la mise en place du PVI de nouvelle génération sur la base des propositions retenues par les deux parties. Ces deux ministres ont été également instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise effective du PVI à compter du 1er avril 2017 dans la perspective d'une amélioration des recettes publiques. Le Conseil a adopté en troisième lecture le projet de décret transmettant à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Il est utile de préciser d'entrée que la Constitution n'a pas été réécrite. Son préambule n'a fait l'objet d'aucun amendement. Le projet de modification n'entraîne pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'induit pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République. En outre, ce projet ne remet pas en cause les options fondamentales retenues par la Conférence nationale de février 1990 et considérés jusqu'ici comme les fondamentaux de notre Constitution. Les références de la Constitution sont préservées, ainsi que la nature du régime et les bases fondamentales. Le projet de modification vise notamment la restauration d'un équilibre substantiel, réel et positif des pouvoirs, la transparence dans la gouvernance politique et économique, au moyen notamment
d'un régime pertinent de responsabilité des gouvernants et d'un contrôle juridictionnel efficient. Ainsi, le projet se propose de renforcer les organes de contre-pouvoir, de renforcer les pouvoirs juridictionnels, de renforcer le système partisan par le financement public des partis politiques, de renforcer les droits de l'homme avec l'affirmation claire de l'abolition de la peine de mort et enfin d'assurer la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Il s'agit donc de donner un nouveau souffle à notre modèle politique et institutionnel. Je le disais en titre, le mouvement syndical béninois en bouillonnement ce jeudi 16 mars sur l'esplanade du Palais des gouverneurs à l'Assemblée nationale. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et la FECINTRA Finance ont dénoncé ce matin par le moyen d'un sit-in ce qu'ils considèrent comme un projet de dilapidation des acquis des travailleurs à travers 2 propositions de loi prochainement en étude au Parlement. Une motion a été lue dans ce sens est remise au directeur de cabinet de l'Assemblée nationale. Ces syndicalistes exigent le retrait pur et simple de ces propositions de loi qui mettent le peuple en danger. En prélude à la tenue de ce sit-in, des responsables syndicaux ont évoqué les motivations qui le sous-entendent. Plus de détails avec Carole Olaye et Damien Pedro. 16 mars prochain, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Il s'agit d'une part de celle portant régime général d'emploi des collaborateurs de l'État et d'autre part de celle fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation de contrats de travail en République du Bénin. De nouvelles dispositions dont les contenus du point de vue de Paul Essay-Iko visent la destruction de la fonction publique par le gouvernement. C'est donc pour tirer la sonnette d'alarme et mettre en garde les élus du peuple qui auront à plancher sur ces différentes lois que la CSTB initie un sitting sur l'esplanade du Palais des gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale. La première proposition de loi doit résoudre à M. Patrice Talon ce qu'il a dit en France. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et là, il s'est bien entendu avec le président Hollande pour que on nous déverse de la France et peut-être d'autres pays européens, n'est-ce pas, des expatriés pour travailler dans notre fonction publique. Ces lois qui vont être votées, ce n'est pas pour le bien-être des travailleurs, ni d'aujourd'hui, ni pour la postérité. Après avoir peint en noir la situation socio-économique des Béninois, Paul Essay-Iko évoque ici les conséquences probables du vote de cette proposition de loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État. C'est très grave. Grave pour ceux qui sont dans le secteur privé, grave pour ceux qui sont dans le secteur public. Le Code du travail existe, il y a des textes qui existent, il y a à redire par rapport à ça. Mais il ne faut pas qu'on aille voter une loi sans en avoir discuté avec les travailleurs du secteur public comme du secteur privé pour permettre et continuer de permettre aux patrons privés de licencier à volo nos travailleurs. Pour la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, cette lutte est une lutte commune pour la défense des droits acquis. Elle invite donc tous les Béninois et surtout les autres organisations syndicales à prendre part au sit-in du jeudi 16 mars prochain. Reste à savoir si cet appel sera suivi. L'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, est sorti de son mutisme ce lundi. C'était la première fois qu'il s'exprimait depuis la fin du mandat de
Président Bouniaï, l'agentier du régime défunt, a accordé un entretien de 120 minutes aux confrères de Canal 3 Bénin, entretien au cours duquel il a donné son avis sur la vie politique actuelle du pays sur le président Talon. Quelle interprétation possible peut-on faire de ces propos? Écoutez, certains journalistes politologues y donnent quelques appréciations. D'abord, il est intervenu à un moment où, si vous analysez bien les choses, il y a une sorte de morosité, une sorte de déception, de désespoir, pas de déception, de désespoir qui commence à gagner les populations. Donc, la période, il a choisi ça, la bonne période selon moi pour intervenir. Parce que quand un régime vient, le régime de Talon est venu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de promesses, beaucoup d'idées dans les têtes. Et pendant les 11 mois qui ont passé, il a dû faire sa lecture, il a dit, ces gens-là, malgré tout ce qui est dit, on peut leur trouver des failles et on peut avoir à dire sur ces gouvernances. Donc il a choisi le bon moment pour rebondir. Et vous savez, il a dit plusieurs fois qu'il est un homme politique et il continuait à faire la politique. Donc il s'est mis dans une posture d'un potentiel candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Et si vous analysez bien son discours, il a jeté des fleurs à des gens aujourd'hui qui ont maillé la partie avec le gouvernement actuel. Et donc, je trouve que dans l'ensemble, il a surfé sur une situation qui est défavorable au régime actuel. C'est une situation de désespoir où beaucoup de ceux qui ont voté, soutenu Patrice Talon sont en train de murmurer, de dire des choses en coulisses pour ceux qui ne peuvent pas les dire tout haut. Et donc, je trouve que c'est une bonne occasion. Et ça devait amener le régime actuel à tirer leçon de ce que tout ce qui se fait aujourd'hui n'est pas si bien fait. Parce que si c'était si bien fait, s'il n'y avait pas de reproches, des gens comme les commis ne devraient plus réapparaître aussitôt parce que ça fait pas un an. Et donc c'est aux gens du pouvoir actuel de tirer leçon de tout ça là et de corriger les choses qu'on leur reproche aujourd'hui. Komikoutié a quand même relevé les belles actions posées par le gouvernement Patrice Talon. Il a apprécié un certain nombre d'actions. À des moments donnés, je l'ai trouvé même en la matière plus dithyrambique, plus laudateur que même le plus fervent supporter de Patrice Talon. Mais au même moment, il n'a pas hésité non plus à relever ce qui lui paraît incohérent, ce qui, de son point de vue, constitue une insuffisance dans la gouvernance Patrice Talon. Cet entretien a prouvé qu'effectivement, une fois détaché donc de la pression liée à l'exercice des affaires publiques, il s'est donc donné le temps de se renforcer, de se reconstruire, de se bâtir davantage. Et j'ai vu effectivement un autre komikoutié, un komikoutié véritablement qui se met de plus en plus dans cette posture d'homme d'État. Et c'est avec ce nouveau statut qu'il a apprécié l'actualité. Je crois aussi, au plan purement politique, qu'il s'est démarqué de son ancien mentor, Bouniaï. Parce que lorsque vous dites comme ça à la face du monde que vous n'avez plus une obligation de loyauté vis-à-vis de votre mentor, et que plutôt vous avez une obligation de reconnaissance, ça aussi c'est rare chez nous. Vous voyez, beaucoup se sont lancés dans des interprétations, mais non, je crois que c'est très courageux de sa part de l'avoir fait. Et ça montre en même temps que c'est un jeune qui veut s'assumer, il a envie de grandes choses et il se donne les moyens de le faire. Quand on lui a posé la question par rapport au recrutement des concours ou bien du concours au profit du ministère des Finances, il a fait passer à côté de la réalité. Il n'a pas dit la vérité, il n'a pas été au fond des choses. Le monsieur, il a dit simplement que qu'il n'a recruté personne de son village. Son village, c'est où? Il ne nous a pas précisé son village. C'est le village de sa maman ou le village de son papa? Ou c'est le village de sa tante auprès ou bien de qui il est resté? Bon, de toutes les façons, il n'a pas été direct là.
Des propos recueillis par Morille Arnaud Agua et Romaric Devauchi. Volet économie dans cette édition s'intéresse à la commercialisation des produits pharmaceutiques. Le constat fait par certains clients des pharmacies est la variation des prix des médicaments d'une pharmacie à une autre. Qu'est-ce qui explique cela? Réponse dans ce sujet de Morille Arnaud Agua. Voici deux ordonnances identiques présentées dans deux pharmacies, l'une à Abomey-Calavi et l'autre à Cotonou. Si pour le médicament numéro 1, la différence de prix est de 50 francs, pour le médicament numéro 3, elle est de 1230 francs. Pour mieux comprendre cette différence de prix, Dr Iliassou Bio-Obegui, secrétaire général adjoint du syndicat national des pharmaciens du Bénin, s'est prononcé. Souvent sur les bordereaux de livraison, on peut noter 4933. Donc, il peut avoir, le pharmacien peut mettre 4930, l'autre peut mettre 4935. Donc, ça dépend de ça. C'est juste un problème de 5 francs ou de 10 francs au plus. Concernant la différence de prix de 1230 francs, il explique. Je constate qu'il y a sur une ordonnance, c'est marqué 3145 et l'autre, c'est 4375. Donc, quand on vérifie, on constate que l'Alvitit tonus est très cher. Donc, il y a une pharmacie où peut-être celle qui a mis le prix, s'est trompée, a mis le prix de l'Alvitit simple au lieu de l'Alvitit tonus. Si les explications du pharmacien posent entre autres un problème d'inattention des auxiliaires de pharmacie, il n'en demeure pas moins que certains prix varient en fonction des spécificités des médicaments. On peut avoir des variations sur plusieurs plans. Au niveau des médicaments, parfois il y a des changements de prix qui sont homologués par la commission tarifaire. Et si le grossiste ne change pas vite son prix, ça peut agir sur la pharmacie. Parfois, le médicament peut être en rupture et le pharmacien décide pour satisfaire la population de faire une commande spéciale. Au niveau de la parapharmacie n'est pas réglementée. La parapharmacie, c'est beaucoup plus des produits qui sont considérés comme des compléments alimentaires, les cosmétiques, les produits diététiques, c'est beaucoup plus ça la parapharmacie. C'est à ce niveau que vous allez constater des variations de prix. Malgré ces explications, le président de l'Association des consommateurs du Bénin persiste et signe sur l'existence de prix fantaisistes. Robert Akrobessi. Nous avons payé des médicaments dans une pharmacie à Grand Popo pour lesquels les coûts n'avaient rien à voir avec les coûts de ces médicaments à Cotonou. Dans Cotonou, il y a plein de pharmacies qui se permettent de luxe de créer des écarts jusqu'à 1000 francs sur des médicaments. Ça n'a pas un autre nom, ça s'appelle de l'arnaque et de l'escroquerie. Selon le docteur Adebo du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin, le prix des médicaments est réglementé et il existe des tests en la matière au Bénin. Pour ce qui concerne les médicaments, il y a une coefficient que nous appliquons qui fait que c'est nous qui imposons aux pharmaciens les prix auxquels ils doivent vendre au public. Donc, ils ne peuvent pas changer les prix. S'il arrive que pour des raisons et certaines raisons que les prix varient, c'est possible. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que théoriquement tous les 3 mois ou tous les 6 mois, la commission tarifaire doit se réunir pour harmoniser les prix, pour réviser les prix. Donc il arrive par exemple que certains produits varient à la baisse comme d'autres varient à la hausse. Si un pharmacien a un produit dans son stock à un prix X donné et que dans 3 mois ce produit subit une variation à la baisse, souvent, ils écoulent d'abord le stock à la hausse là, avant d'appliquer le prix à la baisse. C'est ça qui fait que souvent, on trouve des variations, mais c'est des variations qui sont vraiment minimes. Parce que quand c'est de grosses variations, en ce moment-là, nous demandons à tous les pharmaciens de nous dire le stock et qu'au moment où on doit débuter, on leur fait un avoir pour que le prix soit uniforme sur tout l'étendue du territoire béninois. Il justifie alors certaines différences de prix constatées par ailleurs. Si un pharmacien, pour des raisons quelconques, importe des produits par d'autres circuits en dehors des grossistes autorisés ici, c'est sûr que les prix ne sont pas les mêmes. Mais il est tenu de vendre au prix du tarif syndical, c'est-à-dire au prix que nous avons fixé ici. Parce que s'il fait cela, c'est peut-être pour maintenir sa clientèle. Mais en retour, il ne sait pas pour raison qu'il va augmenter le prix. S'il met les produits dans sa pharmacie à des prix différents du prix du tarif syndical, il est en infraction. Et que cela soit compris par tout le monde. Il est souhaitable que l'État soit désormais plus rigoureux concernant l'harmonisation des prix des médicaments dans les pharmacies sur toute l'étendue du territoire national afin d'éviter les plaintes de la population.
Les gestionnaires comptables des établissements publics sont tenus de fournir les copies de leurs diplômes au plus tard le 31 mars 2017. C'est ce qu'a décidé le gouvernement. Mais que pensent les citoyens béninois d'une telle décision de gouvernement? Odile Binazon, ancienne directrice départementale de l'enseignement secondaire de l'Atlantique littoral, nous donne ses impressions. C'est normal qu'on contrôle les diplômes. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui dans nos administrations. Et la plupart du temps, nous entendons parler de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En faisant ce contrôle, moi je pense que le gouvernement va découvrir beaucoup de choses. Parce qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas ce diplôme-là et qui sont à ces postes-là. Mais dites-vous qu'il s'agit d'une question de finances. Je vois. Et même si c'est pas par rapport aux comptables, les contrôles, on doit toujours les faire par rapport au recrutement. Il est vrai que les commissions qui se chargent des recrutements le faisaient et le font. Ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Si ce n'est pas un enfant, c'est l'ami d'un ami. Donc il y a souvent des magouilles. Pas toujours, mais souvent des magouilles. C'est vrai qu'on va contrôler les diplômes, mais je pense que là, il faut aller très loin. Et ils ont eu les diplômes. Eux-mêmes, est-ce qu'ils ont la compétence de se préparer un diplôme? Non. Donc, les diplômes sont arrivés d'où? Qui sont ceux-là qui ont délivré ces diplômes-là? Et on va les contrôler, mais il faut aller encore au-delà. En interactualité, le Cameroun a annoncé avoir libéré plus de 5000 civils des mains des islamistes armés nigérians de Boko Haram lors d'une opération militaire transfrontalière. Opération au cours de laquelle une soixantaine de djihadistes ont été tués et 20 suspects arrêtés. Les otages libérés, en majorité des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge, ont été conduits au camp des déplacés de Banki en territoire nigérian via le Cameroun. Volet environnement dans le sud-est du Maroc, la périphérie des Rissani illustre l'assèchement dramatique des oasis menacées de disparaître avec le réchauffement climatique. Reportage. La périphérie d'Er Rissani, dans l'immense oasis montagneuse de Tafilalet, aux portes du Sahara. Cette ville, dans le sud-est du Maroc, est un exemple de la dramatique détérioration des oasis, menacées de disparition par le réchauffement climatique. Le sable ne cesse d'avancer sur la ville, dont les abords offrent un spectacle de désolation. À perte de vue, des centaines de troncs de palmiers finissent de pourrir sur une terre fissurée, au milieu d'anciens ruisseaux asséchés. Cette région a connu successivement de longues périodes de sécheresse. La plus violente a eu lieu à la fin des années 80. La région a alors connu une vague de migration de ses habitants, ce qui l'a privé de sa main-d'œuvre et transformé le secteur agricole en une activité non productive. Pendant des siècles, les oasis ont formé un bouclier contre la désertification. Mais ces îlots de verdure sont aujourd'hui confrontés aux impacts des changements climatiques et souffrent de la sécheresse. Certains misent à présent sur les palmiers dattiers pour parer à la désertification et sauver les oasis. À une vingtaine de kilomètres au nord d'Er Rissani, Hassan travaille depuis plus de 15 ans à la réhabilitation d'un terrain agricole de 7 hectares. Compte tenu de l'importance du projet des dattes, j'ai décidé de relever le défi et d'investir dans les dattes, et surtout dans les dattes Majhoul, qui sont connues comme un produit très rentable. Les palmiers, dont il existe 450 espèces, sont l'épine dorsale de l'économie de la région, en termes de revenus et d'emplois. Rabat s'est saisi du problème en 2008, avec notamment son plan Maroc Vert, un programme de reconstitution des palmeraies et de restructuration de l'agriculture. Après avoir chuté au cours du siècle dernier de 15 millions à 4,8 millions, le nombre de palmiers dattiers est remonté à 6,6 millions, avec l'objectif d'arriver à près de 8 millions en 2020. On parle de déclin même des oasis si on n'intervient pas. Donc l'État marocain, déjà avec l'initiative de l'effort qui a été fait donc, avec plusieurs programmes, surtout le programme du plan Maroc Vert pour la reconstitution de la palmeraie, les ressources en eau, donc c'est des fonds qui ont été déjà mobilisés, la création aussi de l'agence qui est dédiée à cet écosystème. Les oasis seront à l'agenda de la COP22, conférence internationale sur le climat qui s'ouvre lundi à Marrakech.
Le Maroc y présentera un plan d'action pour la sauvegarde de ces écosystèmes dans le monde. Élection législative aux Pays-Bas, les libéraux du Premier ministre Mark Rutte en tête devant Wilders. Les écologistes sont également parmi les gagnants des législatives. Ils ont récolté 16 sièges de députés, soit 4 fois plus que lors des dernières élections. Reportage. Sondage sorti des urnes après les législatives du 15 mars aux Pays-Bas rassure l'Europe et les Hollandais. Avec un taux de participation massif de 81% des 12,9 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes, selon l'Institut de sondage Ipsos, le Parti pour la liberté PVV craint de Geert Wilders n'aurait gagné que 4 sièges de députés avec 19 élus. Après le Brexit au Royaume-Uni et la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, tous les yeux étaient braqués sur la formation de Geert Wilders dont le score était attendu comme un baromètre de la montée du populisme en Europe. Le chef de la diplomatie française, le président de la Commission européenne et la chancelière allemande ont salué un vote contre l'extrême droite et les extrémistes. Le Premier ministre libéral néerlandais Mark Rutte, dont le parti a obtenu 31 sièges sur les 150, s'est aussi félicité de cette élection. C'est une soirée où le Royaume des Pays-Bas, après le Brexit, après les élections américaines, a dit stop au mauvais populisme. Dans son programme politique, Geert Wilders promettait d'interdire l'accès des Pays-Bas aux immigrants musulmans, d'interdire la vente du Coran et de fermer les mosquées. Les principales formations avaient dès lors exclu de gouverner avec le PVV, dont le score minime réjouit l'ensemble des autres partis, à l'instar des écologistes qui ont obtenu 16 sièges de députés. C'est important de noter que le populisme connaît un coup d'arrêt aux Pays-Bas. Geert Wilders a gagné quelques sièges ce soir. Ça n'a pas été l'avancée qu'il espérait ou que la droite en Europe espérait. Je pense que c'est important que les autres partis de gauche et progressistes dans le reste de l'Europe restent fidèles à leurs principes. Quand un populiste dit que les réfugiés ne sont pas les bienvenus en Europe, tenez-vous-en à vos principes qui disent qu'ils sont les bienvenus. Soyez progressistes. Soyez fiers de vos idées et ne les cachez pas. Je pense que trop de partis de gauche ont caché leurs idées. Le système électoral néerlandais à la proportionnelle presque intégrale oblige à créer des coalitions et dans le contexte actuel des Pays-Bas, la formation du prochain gouvernement pourrait prendre des mois. Le record actuel est de 208 jours. Surnommée la princesse des dinosaures, une descendante d'une famille royale indienne consacre son existence à la préservation d'un site où des milliers de fossiles de dinosaures ont été découverts. Reportage. Il l'appelle la princesse des dinosaures. Membre d'une famille royale indienne, Alia Sultana Babi conserve des milliers d'os et d'œufs de dinosaures non éclos sur la terre de ses ancêtres, dans l'état du Gujarat. On reconnaît que c'est un fossile grâce aux lignes fibreuses qu'on voit ici. On peut voir de tout petits pores, même aujourd'hui, après 65 millions d'années. Découvert au début des années 80, ce terrain abrite des fossiles vieux de plusieurs millions d'années. Babi expose sa collection personnelle dans son palais royal, construit en 1883, où sa famille loue quelques chambres aux touristes en quête d'une expérience à la Jurassic Park. L'un des clous de sa collection, cet œuf de Titanosaurus. On l'a trouvé chez une villageoise. Elle l'utilisait pour moudre son masala, donc je l'appelle tendrement mon œuf masala. La princesse est mordue de dinosaures depuis qu'elle a accompagné des géologues étrangers sur le site. Elle était la seule à pouvoir les guider en anglais. Depuis, elle a dédié sa vie à la conservation du parc et se présente comme une paléontologue amateur. Pour moi, ce sont mes sujets et je dois les protéger. Et mon objectif principal est de protéger le site du vandalisme et de le promouvoir. Ces dinosaures en fibre de verre sont les répliques des fossiles découverts ici. Parmi eux, une nouvelle espèce, le Rajasaurus narmadensis, vieux de 67 millions d'années. C'est la fierté du Gujarat. Cette espèce y a été cantonnée lors de la dérive des continents. Il a une couronne de cornes sur la tête, donc on l'appelle Rajasaurus. Raja, ça veut dire roi en hindi. Le parc accueille près d'1 millier de visiteurs par jour. Mais le site même des fossiles, désormais propriété du gouvernement,
est négligé par l'État du Gujarat, aux grandes dames de la princesse des dinosaures. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. L'info continue sur Eden TV.